Vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vignot, avec Laure Broulard et avec Alexandre Caxan à la technique de l'heure du crime. À la une, c'est la première malle sanglante de l'histoire criminelle. Elle était plus connue d'ailleurs à son époque, associée au nom de la victime au début du XXe siècle, puisque ça s'est passé en 1889. Il y avait même des jouets qui étaient fabriqués, c'était la malle à gouffer. Voilà, gouffer, c'était un malheureux huissier qui a perdu la vie dans cette tragique aventure, et son dernier voyage s'est effectué en train entre Paris et Lyon dans une malle, et c'est après cette histoire qu'on a parlé dans les journaux de malle sanglante. Alors pour vous raconter cette histoire qui est passionnante, et il y a des raisons pour qu'elle soit passionnante, on va vous expliquer tout ça avec Mathieu Frachon. Bonjour Mathieu. Bonjour Jacques. Mathieu Frachon, qu'on ne présente plus comme on dit dans la presse sportive, grand spécialiste à la fois de l'histoire de la police et du 36 quai des Orfèvres, auquel il a consacré des livres. On rappellera tout à l'heure les derniers livres. D'ailleurs, vous étiez venu comme invité pour parler de la véritable histoire de l'anti-gang. Vous êtes intéressé depuis longtemps évidemment à cette histoire. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi c'est vraiment une affaire hors norme, parce que ça aurait pu être, malgré l'horreur du crime, un fait divers comme les autres. C'est une affaire exceptionnelle. D'abord parce que c'est presque le fondement de l'identification d'un cadavre. C'est la première fois où, alors qu'il y a une discussion entre deux médecins légistes, et que la médecine légale est assez balbutiement, pour la première fois, il y a un médecin légiste qui dit, lui, c'est bien la victime que vous recherchez. D'accord. Messieurs, d'ailleurs, très théâtralement, il va regarder les enquêteurs. Oui. Messieurs, voici le cadavre de Gouffet. Mais c'est surtout une affaire qui a un retentissement énorme. On va faire la queue pour voir la reconstitution de la malle. Il va y avoir un procès qui va être aussi extrêmement suivi. Et la personnalité des deux complices d'assassinat est quand même aussi intéressante. Et nous sommes, n'oublions pas, en 1889, à la naissance de la police scientifique. Et ça rend une affaire absolument phénoménale. Alors, évidemment, on a beaucoup écrit sur cette affaire, et Laure Broulard a eu la curiosité d'aller voir un peu sur Internet ce qui se disait, et elle nous a trouvé un magnifique document. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un document de 1889, sinon ça serait alors là, pour le coup, un vrai gros scoop. Non, c'est, vous allez voir, un extrait, vous allez l'entendre tout de suite, d'une émission célébrissime à la fin des années 50 à la télévision. L'émission s'appelait En votre âme et conscience, et le cinéaste Claude Barma avait réalisé un téléfilm diffusé en ouverture de cette émission le 19 janvier 1957. Garde, faites entrer les accusés. Accusés, levez-vous. Dites à la cour quels sont vos noms, prénoms, âge et profession. Accusé Hérault. Hérault Michel, âgé de 48 ans. Accusé Philippe Bompard. Philippe Bompard. Bompard Gabriel, 22 ans, sans profession, né à Lille. Je vais vous donner lecture de l'acte d'accusation. Dans la soirée du 29 juillet 1889, le sieur Landry se présenta au commissariat de police du quartier Bonne Nouvelle pour faire connaître la mystérieuse disparition de Gouffet, son beau-frère, huissier à Paris, qu'on n'avait revu ni à son étude rue Montmartre, ni à son domicile particulier rue Rougemont depuis la soirée du 26. Il n'avait projeté aucun voyage, sa santé robuste rendait invraisemblable tout accident, et il semblait impossible pour diverses raisons d'admettre l'hypothèse d'un suicide. Alors, les diverses raisons, évidemment, on va vous les expliquer en détail. On va revenir sur l'ensemble de ce dossier passionnant pendant toute l'heure du crime aujourd'hui avec Mathieu Frachon. Si vous avez d'ailleurs été particulièrement frappé par cette histoire, si vous avez des questions, profitez-en, parce que Mathieu Frachon est un de ceux, à ma connaissance, qui possède le mieux ce dossier. Dans un tout petit instant, après une première pause, un petit peu de suspense quand même, je vais vous raconter comment tout a commencé. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'histoire de la première malle sanglante de toute l'histoire du crime
commence au cœur du mois d'août 1889, dans le département du Rhône, à Millery, petit bourg du canton de Givors, à 21 km de Lyon. Depuis quelques jours, en cet été d'août 89, plusieurs habitants se plaignent d'être incommodés par une odeur putride qui se répand autour d'un lieu-dit, la tour de Millery, à la sortie du village. Le 13 août, en fin de matinée, le cantonnier Denis Coffy décide de se rendre sur place pour en avoir le cœur net, et à 150 mètres environ de la gare, il aperçoit en contrebas de la route d'un parapet un sac de toile surmonté d'un véritable nuage de mouches, et de ce sac provient vraisemblablement l'odeur pestilentielle qu'il constate lui aussi à ce moment-là. Pensant un cadavre d'animal abandonné par un propriétaire indélicat, il s'approche, et là, vision d'horreur, la toile du sac, déchirée sur un côté, lui laisse apercevoir ce qu'il identifie très vite comme une partie de corps humain. Denis Coffy court, bien sûr, chercher le garde champêtre, qui constate les faits et qui alerte immédiatement les autorités. Quelques heures plus tard, arrivent sur place des policiers, un juge d'instruction et un médecin expert de Lyon, le docteur Bernard. Première constatation, il s'agit du corps d'un homme entouré de liens. Le corps est replié sur lui-même. Aucun papier d'identité n'est retrouvé. Pour en savoir davantage, le cadavre est transporté à la faculté de médecine de Lyon pour examen. Le médecin légiste constate que le cadavre est en état de putréfaction avancée. L'identification va être très difficile. La tête est enveloppée dans une toile cirée noire, elle-même entourée de ficelles. Le corps dénudé et ligoté avec de nombreux tours de corde. On en comptera 7 mètres. Les conclusions sont très sommaires. Il s'agit d'un homme âgé de 35 à 45 ans, de taille et de corpulence moyenne, portant barbe et moustache, apparemment mort par strangulation, d'après le médecin. La mort remonterait à 3 ou 5 semaines. 4 jours plus tard, le 17 août, un nouvel élément va faire rebondir l'enquête. Ce jour-là, en effet, à environ 2 kilomètres de la première découverte macabre, on trouve dans les taillis, au bord de la même route, une vingtaine de débris provenant d'une malle en bois, d'où émane également une odeur épouvantable. Les débris sont maculés de taches qui ressemblent à du sang. On appelle la police. Les enquêteurs font d'ailleurs immédiatement le lien entre les deux découvertes, d'autant plus que l'un des enquêteurs avait trouvé à proximité du corps une petite clé qui correspond parfaitement à la serrure de la malle. En examinant soigneusement ce qui reste de l'objet, on repère également une étiquette de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Marseille, PLM, avec la date d'un départ de Paris par le train rapide numéro 3 à destination de Lyon-Perrache le 27 juillet 1880. On n'arrive pas à lire le dernier chiffre. Ce dernier chiffre est partiellement effacé. S'il s'agit d'un 9, l'affaire pourrait être liée à un crime commis récemment dans la capitale. C'est ce que pense le procureur de Lyon, qui décide en tout état de cause de transmettre les éléments en sa possession au parquet de Paris. Et le parquet de Paris confie l'affaire au commissaire Goron. Commissaire Goron, c'est le chef de la sûreté parisienne. Ce policier d'élite examine toutes les affaires récentes autour de cette date du 27 juillet à Paris, et il va faire très vite un rapprochement avec une disparition mystérieuse. La disparition d'un huissier de justice. Il s'appelle Toussaint Augustin Gouffet. Il est veuf, père de 3 filles. Ses bureaux se trouvent au 148 rue Montmartre, et cet homme s'est étrangement volatilisé
le soir du 26 juillet, après être passé dans un café à côté de son bureau. Et c'est son beau-frère, inquiet de son absence inexpliquée, qui avait averti le commissariat de son quartier le 29 juillet. Le commissaire Goron prend ensuite connaissance évidemment du rapport des inspecteurs qui ont perquisitionné le bureau du disparu. Ils ont constaté que des papiers avaient été dérangés dans l'étude et le concierge du 148 leur dit avoir croisé un individu suspect sortant de l'étude le soir du 26. En revanche, les policiers ne constatent pas d'effraction. Et il retrouve la somme de 14 000 francs, une somme très importante, sur le bureau de l'huissier. La thèse du crime crapuleux, du vol, ne semble donc pas la bonne, et les enquêteurs vont s'orienter vers la vie privée de Maître Gouffet, en espérant y découvrir un mobile crédible, si toutefois le cadavre de la malle est bien celui de l'huissier, ce qui n'est pas encore prouvé, car malheureusement, l'état de putréfaction du cadavre interdit toute reconnaissance par les proches. La police va donc reprendre ses investigations en s'intéressant plus particulièrement à la malle. Alors, on consulte les registres de la compagnie ferroviaire, PLM, et on retrouve la preuve que cette malle a bien été expédiée de Paris vers Lyon le 27 juillet 1889. Le dernier chiffre était bien un 9. Et le 27 juillet 1889, c'est le lendemain de la disparition de l'huissier. En plus, le colis a été pesé pour un poids de 105 kilos. Les enquêteurs se concentrent ensuite sur le cadavre. Une seconde autopsie est demandée, et cette fois, c'est le fameux professeur Lacassagne, dont nous allons tout à l'heure parler très longuement avec Mathieu Frachon, professeur Lacassagne, le grand expert de médecine légale de l'époque, spécialiste et passionné d'affaires criminelles. C'est lui qui va faire l'autopsie. Et cette autopsie commence dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine de Lyon, le 13 novembre 1889. Elle va durer 8 jours, en présence des autorités judiciaires et médicales. Et elle révèle, alors, qu'on est en présence d'un homme de 50 ans environ, Gouffet en a 48, le cadavre mesure 1m77, la fiche signalétique militaire de Gouffet donne 1m78. Et le corps présente des signes physiques distinctifs selon Lacassagne, identiques à ceux de l'huissier. Ses cheveux, par exemple, correspondent à ceux qui ont été prélevés dans le cabinet de toilette de l'huissier. On dirait un épisode des Experts. Tout concorde. Et le légiste peut proclamer haut et fort, comme le rappelait tout à l'heure Mathieu Frachon, « Messieurs, je vous annonce que la succession de Maître Gouffet est ouverte et la cause de la mort est également déterminée. La victime a été étranglée à la main. » Il reste maintenant aux enquêteurs à élucider ce crime mystérieux, et c'est ce que nous allons vous raconter tout de suite avec mon invité, donc Mathieu Frachon. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. La malle sanglante de Millery. Alors les journaux ont titré sur cette expression, mais on a appelé ça très vite, je vous le disais tout à l'heure, la malle à Gouffet, du nom de Maître Gouffet, donc l'huissier victime malheureux qui avait été transporté dans le Paris-Lyon à l'intérieur d'une malle qu'on a retrouvée. On a fait la découverte en 2 temps, je vous ai raconté ça tout à l'heure, et Mathieu Frachon, qui est comme moi, je crois, absolument fasciné par cette histoire, parce que, je disais tout à l'heure, Mathieu Frachon, on dirait un épisode des Experts. Ils étaient très très bons, les flics de l'époque, quand même. Mais il y avait eu de la bisbille entre Lyon et Paris, je crois. Il y avait déjà la guerre des polices aussi. C'est-à-dire que, à l'époque, d'abord, il n'y a pas de bulletin d'identification de recherche criminelle nationale. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une affaire à Lyon, elle n'est pas connectée. Voilà. Donc ils avaient une bonne idée. Là, l'idée a été, alors, selon les versions, c'est effectivement, ça serait quand même le procureur qui s'est dit, bon, on sait jamais. C'est ce que j'ai retrouvé, moi. D'autres disent que c'est en lisant les journaux de l'époque, La Lanterne et Le Cri, que Goron aurait dit, tiens, ça serait peut-être pas notre petit Gouffet. Bon,
Voilà, il s'est passé de l'eau a coulé sous les ponts de la Saône et du Rhône. Je crois quand même, enfin, je peux me permettre, j'étais pas là comme vous, hein, mais je crois quand même que c'est l'histoire de l'étiquette qui justifie le fait que ils se sont dit si c'est un œuf, il faut voir avec la police de Paris, quoi. Et puis ça vient de Paris. Mais en revanche, l'enquêteur lyonnais, lui, quand il voit débouler les argousins parisiens, il fait franchement la tête. Il dit, il est hors de question, c'est mon enquête. D'abord, c'est pas un œuf qui est au bout, c'est un 8. Il dit, tiens, vraiment mordicus. Et si ça vous fait plaisir, faites reconnaître le cadavre. Et il faut voir dans quelles conditions ça se passe. La morgue de Lyon. Alors, c'est l'amphithéâtre de médecine qui sert à la dissécation, etc. Ok, d'accord. Mais la morgue de Lyon, c'est une péniche amarrée sur les quais de Saône. À vent ouvert, la puanteur est épouvantable. Bien sûr, De nuit, à la lueur des torches et du gaz, on emmène le beau-frère de ce pauvre malheureux Gouffé qui a signalé la reconnaître le cadavre. Il se penche sur le cadavre. Le cadavre a des cheveux noirs alors que son beau-frère avait des cheveux châtains. Le médecin légiste dit il fait 1m70, donc l'autre il dit non, c'est pas mon beau-frère. C'est pas lui. Et puis alors, il a qu'une envie, c'est de partir tellement ça pue. Il y a une chose terrible, c'est que il y a quelqu'un qui va s'accuser. Qui va dire mais moi qui va s'accuser, qui va dire moi je sais qui c'est. Bon, et c'était effectivement un déséquilibré, le truc classique, des affaires fortement médiatisées. Donc il y a plein de comme ça de rebondissements. Alors, il y a une chose, moi quand je disais que le travail des gens de la sûreté là et de Goron est formidable, il a une idée basique évidemment, il dit mais c'est un débris la malle, quoi. Elle était cassée en morceaux, etc. Elle est en miettes, hein. Il l'a fait reconstituer de façon. Alors ça, je voulais vous poser la question parce que moi j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être même deux reconstitutions, une qui va être exposée à Lyon et l'autre qui va être exposée à Paris, où il y a eu qu'une seule. Alors moi j'en ai qu'une, a priori sur mes éléments, mes documents, je n'en ai qu'une qui est exposée donc vers la préfecture de police. À Paris. En 3 jours. 25 000 personnes défilent devant la malle. Extraordinaire. C'est énorme. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on parle de sensationnalisme. C'est toujours intéressant de regarder le présent à la lumière du passé, comme on dit. Mais on ne se rend pas compte de l'époque et du retentissement de ces affaires. Quand on parle de voyeurisme aujourd'hui avec la presse, excusez-moi l'expression, mais ça fait doucement rigoler quand on voit l'époque. Alors, cela dit, c'est pas inutile que 25 000 personnes soient venues parce que dans ces 25 000 personnes, il y en a une qui va dire mais moi je reconnais cette malle. Alors il dit pas je sais à qui elle appartient. Non. Il dit je sais que cette malle est un exemplaire qui ne se vend pas en France mais qui se vend à Londres. Alors ça fait faire un bond à l'enquête extraordinaire. À Londres, effectivement, il va y avoir une coopération entre Scotland Yard, la Special Branch et le Quai des Orfèvres, donc la sûreté parisienne. Et on va trouver la personne qui a fabriqué la malle, qui vend la malle, l'artisan, et on va retrouver la trace d'un homme, un certain Michel Hérault. Or, Michel Hérault et sa compagne, Gabrielle Bompard, ont disparu le 27 juillet 1889, le jour même où l'huissier a disparu. Ils ont disparu de Paris. De Paris. Parce que, évidemment, on le sait après coup, ils ont pris le train. Avec la malle, avec la malle pour Lyon. Alors, les policiers vont découvrir ça. Ensuite, l'enquête s'enchaîne assez vite, alors, si je comprends bien. Oui, ça va assez vite. Mais ça va être, les rebondissements de l'enquête vont être plus faits par les protagonistes que par la procédure. Très vite, on cerne la personnalité de Michel Hérault, ex-déserteur. Il est connu, comme on dit, des services de police. Il est connu défavorablement des services de police. Alors qui est cet homme? Prenons le temps d'expliquer parce que il a un parcours d'aventurier incroyable quand même. Il a été militaire dans les armées au Mexique. Le fameux corps expéditionnaire du Mexique, la catastrophe mexicaine voulue par Napoléon III. Il en a été et puis il a trouvé qu'il y avait peut-être plus de coups que d'argent à prendre. C'était Maximilien d'abord. Maximilien, attention, oui. Mais c'est le corps français qui part au Mexique parce que c'est Napoléon III. Et à ce moment-là, lui, il trouve qu'il y a peut-être plus de coups à prendre que d'argent. Donc, et il se carapate, il déserte. Ensuite, il va monter diverses entreprises. Toutes vont plus ou moins péricliter. On pense d'ailleurs que c'est plus ou moins grâce à l'une de ces faillites qu'il va connaître Gouffé.
plus tard. Mais bon, ça, on n'a pas vraiment de certitude. Oui. C'est un homme qui sait se servir de son charme, il n'en est pas dénué, qui aime les femmes. Beau parleur. Très vite, il verse dans l'escroquerie d'ailleurs. Il va passer d'une escroquerie à une autre. Voyage, il s'est beaucoup promené dans le monde, donc le Mexique, les États-Unis, les pays comme Cuba, etc. Il connaît. Ce qui est rare à l'époque. Et il se dit, bon, là, il revient à Paris un peu avant, donc il va se marier. Non, il va pas se marier. Il va rencontrer cette Gabrielle Bompard, qui est beaucoup plus jeune. Lui, il a 48 ans, je crois, ou 50 ans, je sais plus. Il va rencontrer cette fille qui est, elle, beaucoup plus jeune que lui, et qui, disons-le, bon, elle a pas froid aux yeux. Oh non. Et alors, c'est pas une prostituée professionnelle. Disons qu'elle arrondit ses fins de mois en passant un peu de temps avec des vieux messieurs, en général, qu'elle ne choisit pas démunis d'argent. Tout à fait. Dire ça, on va dire une courtisane. Comme ça, une courtisane, voilà. Et alors, mais ça va être, en tout cas pour Hérault, un véritable coup de foudre. Et à un moment où il a plus tellement d'argent parce qu'il a fait de mauvaises affaires, ses escroqueries certaines ont été détectées, et là, il va dépenser ses derniers sous pour elle. Il va vraiment, il va dilapider ce qui lui reste. Et puis évidemment, il a cours de bijoux, il a cours de bijoux. N'oublions pas que Gabrielle Bompard, Goron disait d'elle quand il l'a interrogée, la sensualité et la corruption transpiraient par tous les pores de sa peau. Et c'est vrai, quand on voit des photos, elle est troublante. Oui. Ça me fait penser à l'expression qu'on avait employée. On avait demandé à quelqu'un qui avait interrogé Mata Hari, vous savez, et quand le flic qui l'interrogeait était sorti, le militaire était sorti, on lui avait dit, alors elle est belle. Il avait dit non, elle est pire. Et je trouve que ça s'adapte bien à Gabrielle Bompard. En fait. C'est tout à fait ça. Et finalement, alors, soyons honnêtes, c'est lui qui va mener le jeu. Il a compris que sa maîtresse a de gros besoins d'argent et qu'elle ne restera avec lui que tant qu'il a un portefeuille bien garni. Voilà. Eh bien, il songe à ce monsieur Gouffet. Ce monsieur Gouffet qui, chez lui, a un beau coffre-fort. Ce monsieur Gouffet qui est un homme à femmes, qui aime les femmes, qui les aime jeunes. Il lui présente Gabrielle. Et évidemment, Gouffet va tomber totalement sous le charme. Et là, nous allons avoir de tas de rebondissements qui vont différer selon les versions. Tout simplement parce que c'est Gabrielle Bompard qui va d'abord être recherchée comme héros et qui va elle-même spontanément se présenter à la police. Oui, alors ça c'est quand même beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Parce que si on revient à la genèse à l'idée du crime, à un moment, Hérault est obligé de repartir, il met de la distance, il est à l'étranger. Et Gabriel, il lui dit non, tu restes à Paris, tu vas nous trouver, ce qui montre quand même qu'il y a eu préméditation. Ça a été une grande question du procès. Mais il lui dit, tu nous trouves un appartement, parce qu'ils avaient méticuleusement mis sur pied ce scénario diabolique dans lequel va tomber le pauvre huissier. Et elle trouve un premier appartement, mais qui convient pas, j'ai oublié pourquoi. Et elle en trouve un deuxième, c'est dans le quartier de la Madeleine, je crois, à Paris. Et là, quand elle le dit à Hérault, il dit, ok, banco, il arrive et il tend le piège. Il tend le piège. Alors, on va faire une pause et on va vous raconter comment ils ont mis au point ce piège et surtout, comment il a fonctionné. L'heure du crime sur RTL. À la une de l'émission, la véritable histoire de la première malle sanglante de l'histoire du crime, la malle à Gouffet, la malle de Millery, c'est là sur la commune de ce village qu'on avait trouvé à la fois le cadavre dans un sac et les débris de la malle. On vous a raconté l'enquête qui pour l'époque est absolument extraordinaire. Si on a le temps d'ailleurs avant la fin de l'émission, on reviendra sur ce personnage de Lacassagne qui est quand même l'ancêtre, le pionnier de la police scientifique. Et puis ce couple, donc, Michel Hérault et Gabrielle Bompard, vous nous avez raconté comment ils se sont rencontrés, ce coup de foudre. En même temps, il y a un côté couple diabolique. Enfin, ça c'est mon point de vue de l'histoire, parce que il y a un détail qui me revient incroyable. C'est que on a évidemment expertisé, analysé cette malle, les débris de cette malle, et les policiers ont fait un constat dont on n'a pas parlé encore. Ils ont constaté que le fond de la malle avait été renforcé. On avait mis une plaque métallique. Donc ça veut dire que quand on a acheté la malle à Londres, c'est que c'est Hérault et Bompard,
Et ensuite, ils l'ont modifié. Ils ont mis cette plaque pour être sûr que ça pourrait supporter le poids d'un homme. Parce qu'ils savaient déjà qu'on allait mettre cette malle dans un train. Enfin, ça fait vraiment froid dans le dos. C'est vraiment c'est les amants diaboliques. Alors, là où on en est maintenant, ils ont tout préparé. Ils ont l'appartement pour le piège. Ils ont la malle. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment va fonctionner le piège? Eh bien, sur le grand air classique du ce soir je serai à toi mon gros loup, notre ami Gabriel Bompard attire donc le malheureux Gouffé, lequel 50 ans, elle en a 20. Faut dire que par ailleurs il est marié, cet homme-là. Il est veuf. Il est veuf, voilà. Il est veuf. Ça, oui, exact. Et lui, il est totalement subjugué. Il se dit, youpi, c'est ce soir. Il se présente. Elle l'attire dans son lit. Elle vient chez moi, donc lui il sonne, il pense il lui dit d'ailleurs, paraît-il, en gros vous êtes bien installé, c'est sympa chez vous. On le sait parce qu'il y a eu un témoin. Oui, il y a un témoin du coup. Il y en avait un qui était caché derrière les rideaux. Même si ce témoignage prête à discussion quand même, mais en tout cas il était là. Ouais. Et ce cher homme rentre, voit sa future maîtresse nue sous sa robe de chambre, là se dit on y va. Il se retrouve. Assieds-toi mon chéri sur ce fauteuil. Il se retrouve sur un lit directement. Ils vont même aller directement au lit, pas perdre de temps. Sous prétexte de jeu amoureux, elle va défaire la ceinture de son peignoir, lui la passer délicatement autour du cou, et là la ceinture va se dresser d'un coup, se lever, car elle est attachée à une poulie qui a été installée, qui a été remontée sur une tringle qui passe elle-même derrière un auvent qui est derrière le lit où est caché Gouffé, lequel tire. Non, pas Gouffé. L'autre, Michel Hérault. Et de tout son poids, il étrangle le malheureux. De tout son poids et pend le malheureux Gouffé. Mais ça ne suffit pas. Gouffé hurle. Oui, bien sûr, il se débat, etc. Sous les yeux de sa maîtresse, qui dira-t-elle était horrifiée. C'est sa version elle. Il se précipite sur Gouffé et l'étrangle à main nue. Ce qui correspondra effectivement aux conclusions du docteur Lacassagne. Voilà, exactement. Alors voilà, et elle lui aurait dit, alors c'est encore le témoignage de Michel Hérault, mais c'est vrai qu'on parlera tout à l'heure du procès, ils se sont chargés l'un l'autre, mais il dit que quand elle a passé autour du cou de la victime sa ceinture, elle lui a dit: ça va te faire une jolie cravate, mon chéri. C'est quand même assez épouvantable. Et il n'avait pas vu, lui, que l'autre bout comme vous venez de le dire, l'autre bout de la ceinture était déjà, ils avaient préparé. Tout était prêt. Attaché à une corde, et la corde, voilà. Alors après, ils vont chercher la malle, qui est prêt, Michel Hérault sort, va récupérer la malle, la ramène. Détail sordide, ils font des galipettes à côté du corps, paraît-il. Ensuite, ils mettent le cadavre dans la malle. Et ils se disent, mais attendez, ils mettent le cadavre dans la malle. Mais ils n'ont pas trouvé d'argent. Ils l'ont quand même tué pour son argent. Mais ils vont essayer, puisque le but est effectivement de récupérer les clés, d'aller à l'appartement. Et là, d'essayer, avec les fameuses clés, d'ouvrir le coffre. Et ça, c'est Hérault qui le fait, pendant que Bompard reste au chevet, si on ose dire, de la victime. Et ça correspond au témoignage de la concierge qui dit: j'ai vu un type un peu bizarre le 26 au soir. Goron, lui, constate qu'il n'y a pas d'effraction, mais le commissaire Goron constate qu'il n'y a pas eu d'effraction, mais qu'il y a 18 allumettes brûlées devant le coffre. On a essayé, à la lueur des allumettes, d'ouvrir le coffre. D'accord. Mais alors, il a tellement voulu ouvrir le coffre sans pouvoir. Il n'y a pas de clé qui correspondait surtout. Voilà. Sur ce trousseau-là, elle n'était pas sur ce trousseau. Et il a oublié les 14 000 francs. Il n'a pas vu les 14 000 francs qui étaient sur le... Il n'a pas vu ceux qui étaient dans le secrétariat. Il s'est contenté du coffre. C'est énorme, quand même. Ah bah, tout ça pour ça, on va dire. On fait une pause. À tout de suite. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est le journaliste Mathieu Frachon, spécialiste et fasciné comme nous tous d'ailleurs par les affaires criminelles. Il faut l'avouer quand même, parce que c'est vrai que c'est horrible. On se délecte pas de la du machiavélisme du meurtre, mais il faut dire que c'est surtout nous. Ce qu'on voit, c'est l'enquête de la police, c'est ces avancées toutes neuves de la police scientifique de l'époque. Et puis c'est qu'il y a quand même une morale à l'histoire, c'est que
le couple en question va quand même être arrêté et l'homme va être guillotiné. Et on reparlera tout à l'heure de la défense de la petite Bompard qui voulait tirer son épingle du jeu. Elle avait trouvé un argument qui a créé d'ailleurs. Elle a réussi d'ailleurs. Oui, parce que il y a eu une controverse scientifique, on va dire, autour de ce qu'elle a dit. Mais on n'en est pas là. Le soir du meurtre, donc Hérault va là-bas à l'étude, il revient à Bredouille. Donc tout ça pour ça. Ils ont tué cet homme pour rien, quoi. Et là, ils vont faire ce qu'on avait deviné, ce que Goron avait deviné, c'est-à-dire qu'ils vont aller à la gare de Lyon, vous faire peser la malle, 105 kilos, ils vont la mettre là, et ils vont partir dans un premier temps pour Lyon. Lyon, ils vont débarquer la malle, ils vont prendre une calèche. Pour aller où d'ailleurs, j'en sais rien, mais sur la route de Millery, ils apprennent, ça commence à sentir, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est pas le TGV à l'époque, on fait pas Paris-Lyon en 2h10. Oui, donc c'est long. Le train est long, c'est des trains de nuit. Voilà. Au bout d'un moment, et nous sommes au mois de juillet. Oui, donc au mois d'août même. Oui. Donc ça commence à juillet-août, fin juillet. Okay. Donc Donc se débarrasser du corps. Comment faire? Pas jeter la malle, évidemment. Donc, on balance d'un côté le corps qui est déjà enveloppé, ça tombe bien, et un peu plus loin, on abandonne la malle sur cette espèce de charmante petite route qui serpente le long du Rhône, qui est assez jolie. Le long des vignes. Voilà, c'est plutôt pas mal, mais bon, voilà. C'est la sépulture provisoire, en tout cas, de Monsieur Gouffet. Et puis, alors, comme vous le disiez au début de l'émission, ça fait la une de l'actualité, l'histoire est énorme. Terrible, bon. Ils le savent, ils l'apprennent, Bompard et Hérault, et c'est là où ils se disent, maintenant, faut partir. Alors, comment ils vont? Ils s'en vont par où, d'ailleurs? Moi, j'en sais rien du tout. Je pense qu'ils prennent le bateau, tout simplement. Pour l'Amérique, Pour l'Amérique, parce que, ils vont au Havre, en fait. Hérault connaît, il dit, bon, allez, on y va, allons-y. Et ils partent tous les deux. Très vite, au Canada, Gabriel Bompard comprend qu'il va falloir mettre un petit peu de distance entre cet amant, bien encombrant, et elle. Surtout à partir du moment où le couple est identifié et est reconnu, en tout cas, comme fortement suspect. Puisque pour la première fois dans une enquête, les inspecteurs et la police judiciaire, future police judiciaire, du 36 quai des Orfèvres, fait imprimer des avis de recherche avec les portraits de Hérault et de Bompard, les fait traduire en anglais et en espagnol et les fait distribuer à Londres, mais aussi dans les Amériques, puisqu'ils savent que Hérault est susceptible d'eux. Et au Mexique, et à Cuba, etc. Parce qu'on a évidemment, on s'est dit, et on avait raison, quoi. Ils ont dû partir par là, puisqu'ils connaissent, quoi. Enfin, surtout Hérault, quoi. Surtout Hérault. Et un jour, parce que Hérault ne manque pas de culot, un jour, Goron, pire que ça, Goron rentre dans son bureau du 36 quai des Orfèvres, le fameux bureau 315 du patron de la criminelle, qui n'est pas encore la criminelle, et tombe sur une lettre, et là, stupéfaction de Michel Hérault, New York. Il dit, c'est une blague. Ah oui, il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est pas moi. Hérault lui a envoyé une lettre en disant, les accusations calomnieuses qui sont dressées à mon encontre ne sauraient être vraies. Ce n'est pas moi, j'ai été manipulé, c'est elle. Voilà. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, et c'est vraiment comme un épisode de télé d'aujourd'hui, c'est que il va essayer d'escroquer un couple et il va vouloir refaire le coup de Gouffet. Et il se trouve que là, c'est un homme marié et que Gabriel Bompard a de la sympathie pour cet homme qui l'envoie. Évidemment, il l'envoie comme l'appât une deuxième fois. Et là, elle va cracher le morceau, quoi. Elle va dire à cet homme, attention, ce type est pas normal, on a déjà fait quelque chose. Je crois, et Goron est à peu près persuadé aussi de ça pour l'avoir interrogé, que c'est une forme magnifique de perversité et de malignité de sa part. C'est-à-dire qu'elle se dit, sortir comme ça, quoi. Cet homme qui est honnête, droit, etc., eh bien, je vais m'en servir, ça va peut-être être mon passeport pour la liberté. Parce que cet homme lui dit, mais attendez, si vous avez déjà fait ça, rendez-vous, retournez en France, allez-y, allez voir la police. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. Elle explique, mais je suis la victime, il m'a forcé, j'ai été manipulé, j'ai été hypnotisé, c'est ça son invention. Elle le dira plus tard. Mais au début, elle commence à dire, j'ai été manipulé, on a voulu me faire endosser ce crime, je
n'ait été que sa complice passive et innocente. Alors cela dit, elle rentre quand même en France, elle va à la police, elle avoue, et c'est là qu'elle dit, comme vous le faisiez justement remarquer à l'instant, j'étais pas moi-même, j'ai dû faire ce que ce salaud m'a forcé à faire parce que il m'avait hypnotisé. Et à l'époque, l'hypnose, on est en plein, il y a des excellentes hypnoses dans les hôpitaux parisiens. C'est pris très au sérieux. Voilà, et donc on considère qu'effectivement quelqu'un sous hypnose peut très bien avoir été conduit à réaliser un meurtre. Et cette question-là, et d'autres bien sûr, va être à la une du procès Fleuve qui va arriver. On est quand même pratiquement 1 an après les faits. On va vous raconter comment ça s'est passé dans quelques minutes. Allez, un petit peu de musique, ça adoucit les mœurs, c'est pareil. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors nous retrouvons avec Mathieu Frachon avec cette histoire incroyable. Donc tout ce qu'on vient de vous dire là, les gens l'ont suivi en France à travers les journaux qui étaient très actifs à l'époque, vraiment qui en faisaient des tartines et des feuilletons. Elle rentre donc, en fait, je l'ai pas dit, mais c'est de San Francisco. Elle finit par d'abord dans un premier temps à dire bah non, c'est pas moi, puis finalement elle craque et elle avoue tout aux policiers français en disant mais il m'a hypnotisé, donc j'étais pas libre de mes mouvements. Et lui, Mathieu Frachon, pendant ce temps-là, il continue sa cavale et il quitte les États-Unis puisqu'ils étaient à San Francisco et il va finir par partir comme ça. Il continue ses escroqueries aussi d'ailleurs. Et parce qu'il faut bien un peu de fraîche pour assurer la cavale. Et il arrive à Cuba. En fait, ce qui se passe, c'est que d'abord Goron, depuis Paris, essaye, grâce au lieu d'expédition des lettres, de savoir où il est. Donc à chaque fois, c'est un câble qui est expédié très rapidement vers la police du coin, qui tombe sur ce qu'on appelle porte de bois. Ben lui, il est déjà parti. Il est très malin. Toujours une petite longueur de... Mais la diffusion des avis de recherche fait que on leur câble un jour de la Havane. Je pense que nous tenons votre homme. Arrêté de façon assez pitoyable parce la causée du scandale a été refusée dans un bordel. Il s'est fait virer d'un bordel. À la sortie, les agents de police de la Havane sont arrivés, l'ont attrapé. Et ils s'est dit, et ils ont dit tiens, mais c'est bien sûr. Exactement. Du coup, 2 policiers français prennent le paquebot. Et vont récupérer notre ami héros à la Havane. Qu'on rapatrie par bateau dans une sorte de cage d'ailleurs. Il y a des photos dans la presse de l'époque. Alors on imagine ce que la presse de l'époque en fait, c'est-à-dire détonne en expliquant les amants diaboliques. Alors certains prennent le parti. Goron n'est pas dupe. Pour lui, Gabrielle Bompard, elle a sciemment participé au crime. Mais les journaux prennent la défense de la pauvre Gabrielle. Et puis cette histoire d'hypnose est trop belle. Et puis l'histoire d'hypnose, elle marche bien. Puis c'est l'époque où on y croit. Il y a le spiritisme, il y a plein de choses. On est en plein dans ce genre de séance occulte. Et alors le procès s'ouvre en décembre 1890. Donc là, ils sont tous les deux dans le box des accusés. Hérault est défendu par un avocat qui est très célèbre à l'époque. On l'a évidemment oublié aujourd'hui, mais Félix Décory. Et malgré le talent de cet homme, il va être condamné à mort et guillotiné le 3 février 1891 par le fameux Debler, le bourreau de service. La petite roquette. Et elle, alors, racontez-moi, parce que le jury était beaucoup plus clément. Alors le jury était beaucoup plus clément, d'abord parce que il y a le témoignage du professeur Lacassagne. Donc Lacassagne est quand même le premier vraiment médecin légiste qui est marqué de son empreinte. À l'époque, il y en avait 3, Casper, de Vergy, etc. Toutes 3 de nationalités différentes. Qui avaient un petit peu marqué. Mais l'identification médico-légale, elle n'est vraiment assez balbutiement. Et Lacassagne est un esprit, est un docteur, est un savant. Et à l'époque, on pense que la science va sauver le monde. Donc, quand Lacassagne dit que l'hypnose, lui, il y croit, et ça témoignage... Elle peut avoir agi, tué sous hypnose. Ce témoignage va peser très lourd, ce qui fait que l'avocat qui se croise, Maître Simon, obtient l'avocat de Gabrielle Bompard, qui est à droit, va jouer là-dessus, et il va obtenir les circonstances atténuantes. La tête de Gabrielle Bompard ne roulera pas dans le panier de son. Elle l'aura bien sur les épaules durant au moins les 20 ans qu'elle va passer
au bagne, en prison. Alors, elle est Et à la condamnée, sortie, elle est condamnée à 20 ans de prison, hein, de travaux forcés. Elle va être envoyée à la prison pour femmes de Nanterre et puis à Clermont dans l'Oise. Et j'ai vérifié ce matin, elle a pas fait les 20 ans. Non, elle a été libérée en 1905. Elle a été libérée en 1905, donc à peine 6 ans après, enfin 6 ans après, puisqu'elle était arrêtée 90. 1890. 91, voilà. Elle a fait beaucoup moins, elle a été graciée, finalement, ou raison médicale. C'est très flou un peu cette histoire. Ouais. Elle a mais fait en 14 revanche, ans de prison sur vous ses 20 savez ans. pour qui a été sa première visite? Mais non, pas pour du le tout. professeur Lacassagne à Lyon, pour le remercier de son témoignage. Extraordinaire. Et le professeur après dira, quelle impudeur, je m'étais lourdement trompé. Ah bon, il est revenu lui sur cette. Et il s'est rendu compte parce qu'il a beaucoup avait écrit été... par la suite. Oui, Lacassagne, bien sûr. ouais. Et alors quelle impudeur, un peu avec un point d'interrogation. Mais voilà, il avait quand même un doute. Ouais. Et sachez que à l'époque, la chose vraiment absolument ahurissante, l'exploitation commerciale de ce drame. Le jour où Hérault est guillotiné, des colporteurs dans tout Paris vendaient des petites reproductions de la Malagouffée avec un petit bonhomme en plomb à l'intérieur. C'est mignon, hein. Et vous aviez pour offrir aux enfants à Noël. Évidemment. Et vous aviez des gens qui, sans scrupule, ont loué le fameux immeuble du crime, rue Tronçon de je ne sais plus quoi, une rue qui a disparu aujourd'hui. Enfin, près de la Madeleine, en tout cas. Près de la Madeleine. Et on fait visiter pour 25 sous, la chambre du crime. Ah là là, ça je savais absolument pas. Ah, la maison ne recule devant aucun sacrifice. C'est vraiment... Oui, c'était opération porte ouverte, mais payante. Alors, coup pour coup, est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue par la suite? Parce qu'elle a repris son métier de danseuse. Ah oui. Mais absolument. C'est vrai. Elle avait été libérée pour bonne conduite, hein, il faut dire. Et puis, elle a repris ses activités de danseuse. Et elle a eu, alors ça, bon, moi je ne chante pas, je ne sais pas. Non, mais vaut mieux pas. Non, vraiment pas, parce que il y a eu, elle est passée, on va dire quand même, pour une notoriété qui s'est éteinte maintenant, quoi. Mais elle a été assez célèbre à cause de la complainte Gabriel Bompard. Et à l'époque, on écrivait aussi des chansons sur les affaires criminelles qui avaient marqué l'opinion, et on a chanté pendant des années à Montmartre et ailleurs la complainte de Bompard. D'ailleurs, il est vrai que les chanteurs des rues à l'époque racontaient en chanson les grandes affaires criminelles qui passionnaient. Encore une fois, on parle de voyeurisme, il faut se rendre compte. Et juste un mot sur le professeur Lacassagne. Oui, alors c'est ce que je vais vous proposer, parce qu'il nous reste un petit peu moins d'une minute d'émission. L'autopsie de Lacassagne face au docteur Bernard a été une véritable leçon. Il l'a regardé, il a dit « N'avez-vous jamais écouté ce que je vous ai enseigné ?» Et il lui a montré comment, en mesurant les os, on pouvait déterminer la véritable taille. Parce qu'au départ, c'est ce qui embrouille tout le monde. Le premier, parce qu'il avait dit 1m77 ou 70. Il arrive à ça. Que les cheveux des morts brunissent, voilà, exactement. après la mort, ça c'est Lacassagne aussi. etc. C'est un tour de force que fait Lacassagne, une véritable leçon assénée à son jeune confrère, lequel a un peu été, disons, dépité pour le moins. Je vous remercie beaucoup, Mathieu Frachon. Merci infiniment. Je voudrais juste signaler, puisque c'est dans votre actualité, vous étiez venu pour en parler ici. Votre dernier ouvrage, c'est la véritable histoire de l'anti-gang. Vous allez me rappeler la maison d'édition, parce que j'ai pas le livre sous les yeux. Pygmalion. Aux éditions Pygmalion, avec un P. Hein. Bon, qu'on ne se trompe pas. Merci infiniment. Dans un petit instant, on va retrouver Flavie Flamand.